Septembre 1913. Elle était là, à quelques pas de moi. Je l'observais aussi aisément que si j'avais été près d'elle, à l'intérieur de l'école. Elle me fascinait, et je n'aurais su dire pourquoi. Peut-être à cause de son prénom, Cécile, ou peut-être parce qu'elle venait d'ailleurs, qu'elle avait une façon particulière de se comporter, de marcher, de parler, de sourire, de vous regarder. Il a fallu des jours et des semaines pour que cette pellicule de merveilleux qui l'enveloppait se détachât, pour qu'elle nous devint plus proche, pour qu'elle ne balisât à notre pour qu'elle ne banalisât à notre regard. Déjà niché dans mon arbre, je cherchais par-dessus le mur de l'école communale ce qui pourrait m'inciter à la détester. Quelle était la faille, le point faible qui annulerait entre elle et moi, entre elle et les gens de Saint-Roch, ces distances et ces différences. Dans les premiers temps que je n'éprouvais pour elle que curiosité, je la regardais comme on contemple une orange, un étrange oiseau voletant, en tous sens dans sa cage, et c'est bien l'impression qu'elle me donnait. Assise dans mon arbre, sans la quitter de l'œil, comme entre deux rideaux d'un théâtre un peu ivre de plaisir, persuadé que j'allais assister à une de ces scènes dont le curé faisait parfois le récit en chair le dimanche, l'Ancien Testament ouvert devant lui, sur le pupitre qu'ébranlaient ses grosses mains de paysan. En l'écoutant, on imaginait les armées de Pharaon poursuivit la horde des Juifs. Déjà, des éclairs et des coups de tonnerre ébranlaient ma tête, cramponné à deux mains, aux jupes noires, je voyais apparaître entre les peupliers le char de guerre conduit par Bécharel, et j'entendais les lamentations du peuple juif. Il n'y eut ni éclair ni tonnerre, et la voix de Dieu resta muette. On entendait seulement celle de Bécharel qui demandait le passage. Affolé par la foule, le cheval cabra et le char à banc faillit verser dans le fossé. Après que le maire, chapeau bas, mal à l'aise, eut bredouillé une formule de bienvenue, le chœur des menettes éclata tellement, confus et suraigu, que j'enregistrai dans des bribes de phrases. « Fille impie, Satan en jupon, tu n'as rien à faire ici, va-t'en !» Je reçus sur le nez quelques gouttes d'eau bénite, et on me bousculait comme si je n'existais pas. Mais je riais de plaisir et me laissais entraîner par le tourbillon derrière la carriole. C'était la fête, une lapidation symbolique dont la victime, le visage estompé dans l'ombre d'un chapeau à voilette, très pâle, droite et immobile, sur le siège de cuir râpé, semblait figurer une scène en effigie. Je me disais qu'elle pousse le portillon de la voiture, qu'elle saute au milieu de la route, sorte sa fourche ou sa langue de feu, comme le diable de Thermogène qui figure sur une affiche dans la boutique d'épicerie d'Agathe. Là pour Nader. À moins qu'elle se dise quelque chose, qu'elle se défende, qu'elle riposte. J'attendais un paroxysme, une de ces sublimes montées en colère qui dégénèrent en ivresse. En suivant les ménettes qui se ruaient derrière le véhicule jusqu'à la communale en scandant comme elle « Ça, tant, je regrettais de n'avoir pas moi-même le bol d'eau bénite et le rameau de buis. Les mains dans les poches de leur tablier noir, les enfants suivaient d'assez loin, en file, le long du fossé, muets de surprise et de crainte. Moi, j'entrais tête baissée dans la fête sauvage et en réclamais ma part. Au besoin, je me serais battu pour garder ma place entre les deux harpies qui menaient le train. Peu à peu, le cortège s'effilocha, Bécharel ayant cinglé de la mèche
de son fouet la croupe de la jument qui prit le trot et distança le groupe. Il ne resta bientôt plus que Marie-Clotilde et moi, entre deux, toujours accrochés au pan de leur jupe, et puis Marie et moi tout seul, toute seule, qui marchait en sautillant, comme à la marelle, dans la poussière. L'école communale était située à moins d'1 kilomètre du bourg, en retrait de la route au fond d'une cour. Elle n'avait d'école que le nom. C'était une ancienne ferme, achetée par la commune après la mort du dernier propriétaire. Sur la grange, la toiture de chaume achevait de pourrir et de s'effondrer. Couverte en vieilles tuiles, la maison d'habitation à un étage abritait l'unique salle de classe, et au-dessus le logement de l'institutrice. Un prunier sauvage se dressait comme un drapeau sur l'arête de la grange, où s'étageaient de grosses pierres de lauze. Le sol de la cour de récréation sentait la fiente de bord. Les jours de pluie, les élèves devaient se cantonner dans la salle de classe ou s'entasser sur ce qui servait de préau. Un ancien séchoir à châtaignes, le clédier, et la porcherie dont on avait fait, en abattant un mur, un seul espace. On accédait à la salle de classe par 4 marches disjointes où jaillissaient au printemps de minuscules bouquets de plantes, saxatiles et ces petits lézards de muraille que nous appelons des râpiettes. Telle était cette école, telle est encore à quelques détails près, sauf qu'elle a été abandonnée depuis peu par manque d'élèves.